dossier Matata Pogno, on y revient encore une fois de plus aujourd'hui pour parler des immunités face certainement à l'état de droit en République démocratique du Congo. Nous allons essayer d'en discuter avec M. Martin Faraille. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes avocat, juriste? Évidemment, et aussi communicateur voilà, du LGD. Monsieur Charles Mugaga, bienvenue. Merci. Voilà, communicateur aussi? Non, je suis avocat. Avocat. Évidemment, ici, je n'engage pas le barreau, mais vous n'engagez pas. Avocat de profession. Voilà, avocat de profession. Alors, je commence par vous, Monsieur Charles. Aujourd'hui, Matata Pogno fait face à ce feuilleton, tantôt cour constitutionnelle, tantôt cour de cassation. Et la toute dernière information, c'est que le parquet près de la Cour constitutionnelle a demandé la levée des immunités de Matata. Alors, vous, en tant que juriste, avocat aussi, comment analysez-vous ce feuilleton qui n'a fait que trop durer? Sur le plan strictement juridique, je crois qu'il y a quand même à redire sur la manière avec laquelle le parquet général près la Cour constitutionnelle s'y prend. J'allais dire maladroitement, mais bon, disons plutôt que cette affaire a commencé déjà à gêner des juristes engagés, notamment à cause de deux arrêts que la Cour constitutionnelle a pu rendre sur cette affaire et qui se trouvent être malheureusement contradictoires. Ça égare les analystes, ça égare les professionnels du droit, parce qu'il y a quand même une jurisprudence assez contradictoire et on ne sait pas lequel de ces deux arrêts peut constituer une référence véritablement jurisprudentielle en droit congolais. Mais que le procureur général, près cette haute cour, soit revenu à la charge, on a tendance à croire aussi qu'il ignore le principe selon lequel non bis in idem, si on se réfère à la jurisprudence rendue par le premier président de cette cour, l'ancien premier président qui a dû être évincé au profit de celui qui est là. Mais il ignore plus particulièrement que l'instruction telle qu'elle a été menée a déjà donné lieu à des conclusions sur lesquelles on ne peut pas revenir sans remettre en cause la cohérence même de l'instruction, du droit par rapport au droit de la défense, etc. Et qui peut effectivement mettre en mal davantage... Mais il y a de nouveaux éléments, selon le procureur, de nouveaux éléments sur la zaïrianisation, sur le dossier Bukanga-Lonzo. La question de la zaïrianisation a été vidée et les faits n'ont pas été établis en droit, en fait, comme en droit, si je peux reprendre l'expression de mise dans la profession. Les faits n'ont pas été établis et donc sur ce dossier-là, le procureur général près la Cour constitutionnelle est plutôt dans l'obligation de faire rapport à qui de droit sur cette affaire et dire au Sénat qui a levé les immunités en son temps de M. Matata qu'effectivement, il n'y avait pas lieu à poursuite parce que les faits n'étaient pas établis. Mais maintenant, par rapport à l'affaire Bukanga-Lonzo, on est vraiment en train de tourner en rond parce qu'entre-temps, c'est vrai que l'instruction reste secrète au niveau du parquet, mais quels sont ces faits nouveaux qui exigeraient à ce qu'on lève des immunités qui étaient déjà levées, qui n'ont jamais été réhabilitées jusque-là, parce que la plénière qui avait statué sur la levée de ces immunités ne s'est jamais réunie pour réhabiliter Matata. Ça veut dire qu'il n'y a pas lieu à faire cette avalanche de correspondances et de demandes qui apparaît somme toute comme une sorte d'acharnement. Et ça, c'est dommage que ça vienne plutôt d'une plus haute juridiction de la République, parce que déjà, elle nous met en difficulté de savoir quelle est la juridiction véritable d'un ancien Premier ministre pour des faits, disons, infractionnels pour lesquels il serait poursuivi. La même Cour nous a déjà dit qu'elle n'était pas habilitée à juger Matata. La même Cour se dédie en disant oui, je suis habilité à juger Matata, au point que scientifiquement, ça pose problème. Voilà, ça pose problème. Mais Monsieur Martin Faraille, ce ping-pong-là,
ça vous déstabilise. Monsieur David Kilolo, je pense que j'étais encore sur ce plateau pour la même question. J'ai pu soulever beaucoup d'irrégularités qui sont constatées dans les exploits ou tous ces réquisitoires du fameux procureur de la Cour constitutionnelle, après la Cour constitutionnelle, voulais-je dire, et que d'entrée des jeux, mon co-débatteur a pu ramasser l'essentiel du problème. Avant d'aborder votre question, il est important que la population sache une chose. L'article 168 de la Constitution nous démontre que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont d'exécution immédiate. Ces arrêts ne donnent lieu à aucune voie de recours. Ces arrêts sont obligatoires et s'imposent à toutes les autorités, tant publiques que juridictionnelles. Partant de cette disposition, vous allez comprendre que l'arrêt a été rendu par la même Cour constitutionnelle, le fameux arrêt RP numéro 0001, qui a décliné sa compétence pour juger un ancien Premier ministre, conformément à l'article 164, qui démontre que le Premier ministre ne peut être poursuivi que lorsqu'il exerce ses pouvoirs, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La Cour, interprétant cette disposition, parce qu'elle est habilitée à cet effet, elle a compris qu'elle est incompétente. Je ne vois pas par quelle magie judiciaire le procureur général de la Cour constitutionnelle peut revenir auprès du bureau du Sénat pour revenir sur la même question. La temporalité qui a eu lieu entre les prononcés de l'arrêt RP 001 jusqu'à aujourd'hui a fait à ce qu'il y avait déjà exécution parce que cet arrêt a été notifié non seulement aux concernés, mais aussi au bureau du Sénat. Mais comment revenir sur la même question, prétextant qu'il y a des éléments nouveaux? Il s'agit d'un acharnement, d'une part. D'autre part, si je me référais à mon professeur de droit constitutionnel congolais et d'études et mémoires, le professeur Ambroise Kamoukouni, le procureur général près la Cour constitutionnelle, le président du Sénat et tous les bureaux sont dans une situation de fraude constitutionnelle. Fraude constitutionnelle. Ah oui. Oui, mais la Cour, il y a aussi un arrêt de la Cour qui s'est déclarée compétente. Il y a un deuxième arrêt. Ce n'est pas sur base de ça que les procureurs s'est aussi appuyé pour demander la levée des immunités des Matata. Mais M. David, c'est ça la fraude qui est constatée. Je vous ai illustré l'article 168. Dès lors qu'il y a un arrêt rendu, qui est un arrêt de principe, rendu par la Cour sur la même matière, depuis que la Cour s'est prononcée et a signifié l'arrêt aux différentes parties, il y a le principe non bis in idem qui s'applique, in specie. Mais comment expliquer, lorsqu'on a déjà prononcé l'arrêt, si prétendument le sénateur Matata aurait perdu ses immunités, et donc, partant de cet arrêt, il les a récupérés d'office. Et à partir de ce moment, il a ses immunités. Mais ce fameux arrêt qui n'a pas de fondement, le deuxième arrêt qui contredit les premiers, je ne sais pas quel revirement sur lequel la Cour s'est fondée pour prononcer le deuxième arrêt, et qu'aujourd'hui, le procureur qui vient, qui saisit le bureau du Sénat. Il faut voir, le bureau du Sénat à son tour, qui dit, mais c'est depuis bien avant que les immunités lui ont été enlevées et qu'en l'espèce, il est toujours à votre disposition parce qu'il n'y a aucune décision de justice. Ça, c'est trop grave dans le chef du bureau du Sénat. Moi, je pense qu'il s'agit d'un baiser des Judas. Le bureau du Sénat s'est comploté. Mais le bureau du Sénat n'a dit que la vérité. Parce que jusque-là, il y a eu la levée des immunités. Il n'y a jamais eu une plénière qui s'est réunie pour la restitution de ces immunités. Et il n'y a pas aucune forme de procédure dès lors que la Constitution est claire. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles sont opposables non seulement aux autorités publiques, mais aussi aux autorités juridictionnelles. Même lui, le président du Sénat et tous les bureaux, cet arrêt 001 leur est opposable. Et par conséquent, ils ne devraient plus y revenir. Voilà là où il y a fraude même à la Constitution. Voilà, ils ne devaient plus y revenir. Maître Charles, M. Matata Ponyo est allé saisir
la Cour constitutionnelle pour retirer, pour récuser les procureurs. Il est allé à la Chambre haute du Parlement pour retirer sa confiance au président du Sénat ainsi qu'à tous les bureaux. Est-ce que ces actions peuvent-elles amener à des résultats probants? Nous sommes malheureusement devant un vide juridique très regrettable en matière de justice, de droit de la défense, notamment pour ce qui est de la possibilité de récuser un magistrat au niveau de la haute cour. C'est une action qui rentre le plus ordinairement possible dans le cadre du droit de la défense du sénateur Matata. Et malheureusement, il faudra un arbitrage aujourd'hui face à ce vide juridique dont les contours ne nous sont pas encore donnés. Donc il n'y a aucun texte jusque-là? Lorsque le plus haut magistrat, le procureur général près la Cour constitutionnelle est récusé, nous tombons dans le cas d'un vide juridique parce qu'effectivement, il peut être récusé en tant que magistrat et aucune loi n'interdit à ce qu'il soit récusé. Mais nous tombons dans un vide juridique où on risque encore de se retrouver devant une situation qui n'a pas de juge de fond. Et maintenant, dans ce cas, l'affaire restera pendante ou bien on pourra adjuger un autre magistrat? Il est fort possible, mais là, nous sommes devant la plus haute autorité de cet office de parquet. Donc, au-dessus de lui, il n'y a personne. Donc, même les magistrats qui travaillent au sein de ce parquet général, mais ils répondent devant cette hiérarchie qui est récusée. C'est pour cela que je dis que nous allons nous retrouver devant un vide juridique sur lequel des juristes et des savants de droit devraient pouvoir réfléchir pour savoir quelle est l'alternative de poursuite de quelqu'un lorsqu'il récuse d'un justiciable, lorsqu'il recuse le magistrat, plus haut soit-il, mais pour connaître des suites de l'instruction. Quoi qu'il en soit, à ce jour, il y a plus de la politique que du droit dans cette affaire, parce que, pour être sincère, je ne vois pas pourquoi la Haute Cour a fait ce revirement en revenant sur sa propre œuvre, en la contredisant, dans le but de poursuivre absolument. Alors même qu'il est établi qu'à ce jour, Matata n'est pas Premier ministre. Il a posé des actes pendant qu'il était ministre. On peut dire que ces faits se sont cristallisés en ce moment-là, mais il y a la qualité de l'individu qui compte aujourd'hui pour déterminer la compétence de l'individu. Aujourd'hui, il n'y a pas de juridiction capable de juger Matata pour des faits qu'il a posés en tant que Premier ministre. D'ailleurs, les faits, lorsque vous lisez le réquisitoire du procureur général, lorsque vous lisez ces différentes correspondances qu'il a adressées notamment au Sénat, vous ne trouvez aucun fait individuel à caractère infractionnel qui peut être imputé à l'individu Matata pour mettre en cause sa responsabilité pénale. Et donc, on est vraiment en train de se demander si on n'est pas mal parti déjà avec une cour qui est difficile à respecter ses propres décisions et les principes de droit qui régissent le droit de la défense, particulièrement tiré de la Constitution et des autres lois de la République démocratique du Congo. Et donc, à mon avis, il manque de l'élégance juridique dans toute cette affaire. Et la politique apparaît comme le maître à tout prix, on veut avoir qui est en cours contre Matata. À tout prix, toutes les batteries sont mises en marche pour que Matata... Il se fait malheureusement, et je l'ai entendu de la bouche de quelqu'un qui est autorisé, qu'il y a un haut magistrat qui a dit « Votre Matata, je l'aurai ». Malheureusement. Un haut magistrat. Un haut magistrat qui a dit à quelqu'un qui me l'a dit. Et donc, ça apparaît très nettement comme un exercice qui ne s'inscrit aucunement dans le cadre d'un procès équitable devant des juridictions indépendantes. Là, la Haute Cour est en train d'apparaître, surtout au regard de son deuxième arrêt, comme un outil simplement à la main du politique. Et ça, c'est plutôt triste parce que ça se joue quand même au plus haut niveau juridictionnel de la République, au point justement de ne pas servir de pédagogie éclairante. On ne voit pas comment les autres juridictions vont se comporter autrement si déjà à ce niveau-là, on ne peut pas
attendre le bon droit, on ne peut pas s'attendre au respect du principe, par exemple, du non bis in idem, on ne peut pas s'attendre au respect du droit de la défense, on ne peut pas s'attendre à une certaine élégance qui devrait pousser toutes les autorités à se respecter, à jouer franc jeu à un certain niveau de responsabilité, au lieu de s'adonner à un théâtre plutôt très regrettable, assez macabre. Voilà, Maître Charles, Maître Martin, c'est vraiment grave, c'est que c'est au magistrat qui veut à tout prix que Matata puisse tomber, et même la politique, mais vous ne voyez pas que ça ternit l'image de la justice dont vous êtes défenseur? Monsieur David, vous savez, déjà, les principes de Montesquieu voudraient à ce qu'il y ait une séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif, judiciaire et le pouvoir exécutif. En l'espèce, le slogan « État de droit », je ne sais pas si c'est jeté dans une poubelle, d'autant plus que la notion élémentaire de l'État de droit, c'est la soumission et des dirigeants et des dirigés au droit. C'est-à-dire, en partie de la Constitution, la loi, les règlements, toute la normativité juridique. Mais il se peut que cette Cour constitutionnelle qui devait être garante des libertés fondamentales est inféodée par les pouvoirs exécutifs. Ça devient, elle joue le rôle de police, ce qui fait à ce que sa crédibilité est remise en question, non seulement au niveau des arrêts bidons qui sont prononcés, mais aussi la régularité de l'interprétation des dispositions. Imaginez-vous, lorsqu'on dit ici que non, nous allons l'avoir, c'est de l'acharnement pur et simple. À tout prix. Mais je ne sais pas, il faut qu'il tombe. Dans une démocratie comme la nôtre, il s'agit d'une compétition du point de vue électoral. Mais comment se fait-il qu'un candidat qui prétendument ne fait pas peur peut être sujet à beaucoup de poursuites? Le procureur général de la Cour constitutionnelle a lancé plus de 15 réquisitoires, si je peux dire, pour seulement avoir une seule personne. Après avoir échoué avec le dossier de la zéranisation, le dossier Bukangalozo a causé de problèmes. Vous avez écouté, Maître a évoqué un aspect très important. Maintenant, lorsque le procureur prend cette initiative, en vertu des droits, des libertés fondamentales, notamment les droits de la défense, qui sont reconnus au sénateur Matata, il va récuser toute cette juridiction. Il va suspecter la juridiction. Et dans des cas pareils, il est dit que c'est la juridiction supérieure qui pourra statuer. Mais en l'espèce, la Cour constitutionnelle constitue la sommité. Il n'y a pas, dans les cas sous examen, une disposition qui prévoit au cas où les juges de la Cour constitutionnelle sont récusés. Qu'allons-nous faire? Il n'y aura pas de récomposition. Comment? C'est toute la discussion qui est suspectée. Comment vous allez récomposer les 9? On vous suspecte tous 9, en commençant par le président de la juridiction et jusqu'au dernier, au 9e magistrat de juge de la Cour. Et jusque-là, il y a aucun texte. Il n'y a aucun texte. Donc, comme disait mon co-débatteur, maître, il a fallu que les savants, les scientifiques, les grands juristes réfléchissent. Et même s'ils réfléchissaient, M. David, ça n'aura pas d'effet rétroactif. En l'espèce, ça dit ce qu'on dit chez nous en droit, de legiferenda. La loi telle qu'elle devrait l'être. Mais de legelata, en l'espèce, la loi telle qu'elle est dans la conception actuelle, la loi n'a pas prévu tout ça. Et par conséquent, il va falloir que les législateurs, les constituants, puissent prendre des mesures, soit ajouter, et chercher des révisions constitutionnelles, non pas seulement pour la prorogation du mandat, mais pour des points sensibles comme ceci, notamment sur la responsabilité du Premier ministre après son mandat, ou après l'exercice de ses fonctions. On dit, même s'il n'est plus en fonction, il peut répondre. Et là, les choses seront claires pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle une double les doutes, qu'il n'y ait pas de doutes pour profiter c'est-à-dire aux prévenus. Je pense qu'en l'espèce, la situation est politisée. Le deuxième arrêt dont vous avez fait allusion est un arrêt politique. Il ne s'agit pas d'un arrêt juridique. Quid maintenant de la, Maître Charles, de la récusation? Ce n'est pas du dilatoire. Non, c'est un des mécanismes savamment pensés par le constituant et le législateur et qui rentre dans le cadre du droit de la défense.
il s'énonce de cette manière lorsque un justiciable ne fait plus confiance en un juge ou en un tribunal, en une cour, il peut les récuser en disant « Je ne vous fais pas confiance sur base de ceci, cela. Des arguments doivent être bien logés dans la requête. Mais ici, malheureusement, parce que la récusation vise généralement ce qu'on appelle le renvoi de juridiction, on se retrouve dans une situation de vide juridique et de vide institutionnel parce que la Cour constitutionnelle constitue le juge en premier et dernier ressort du Premier ministre en fonction et du chef de l'État en fonction. Je précise en fonction. Et c'est prévu même qu'il y ait récusation au niveau de la haute juridiction? À tout niveau de juridiction, tout justiciable peut récuser. Mais on se retrouve maintenant dans une situation où la haute cour n'a rien au-dessus d'elle. Quel est le mécanisme logé dans la loi en cas de récusation? Rien n'est dit. Et c'est là qu'on va se retrouver effectivement en train de réfléchir sur des réformes idoines qu'il faut imprimer non seulement sur la loi organique de la Cour constitutionnelle, mais aussi peut-être dans la Constitution, pour voir dans quelle mesure des mécanismes d'arbitrage peuvent être mis en place pour gérer ces genres de situations. Mais c'est de son droit le plus légitime de dire à un juge qu'il ne lui fait absolument pas confiance. Et le juge ne peut pas, d'autorité, juger une affaire dans laquelle lui-même il est déjà mis en cause, son indépendance est mise en cause. C'est justement à cela que sert le droit pour la justice et pour le justiciable de récuser un magistrat, que ce soit au niveau du parquet comme au niveau du juge de fond. Voilà, du juge de fond. Le cas Matata, c'est vraiment un cas d'école, maître Martin. Mais, monsieur David, je ne pourrais pas appuyer cet argumentaire. Il n'y a pas un cas d'école. En fait, donc les gens, surtout les étudiants, peuvent certainement s'en dire référer cela. dans ce sens-là. Voilà. Et imaginez-vous la récusation au niveau de la plus haute juridiction. Le cas Matata est sujet à réflexion et interpelle tous les juristes, en commençant par les savants, les docteurs en droit, et les praticiens du droit. Donc tous les jurisconsultes sont interpellés par la situation de Matata. Parce que lorsque la fraude corrompt tout, à partir du moment où le procureur a biaisé la procédure, il a fait un forcing, l'arrêt a été prononcé, un revirement a biaisé, on a participé à un second arrêt qui cause problème, et jusqu'aujourd'hui, le procureur qui revient avec un autre réquisitoire, en tout cas, il y a toujours des problèmes. Pour résoudre ces problèmes, il va falloir qu'on revienne aux législateurs et aux constituants. Et les savants du droit vont écrire, parce qu'aujourd'hui, la faculté des droits est dans la rue. Vous avez suivi des conférences à Lubumbashi et ailleurs. Et on a démontré que, en RDC, quelle serait l'importance de la faculté des droits, là où la haute cour commet une bêtise grave, insupportable, pourvu que ces magistrats soient maintenus, ces magistrats, et d'ailleurs même lorsqu'ils sont allés pour que le professeur Kalouba perde sa place, il faut voir comment est-ce qu'on a biaisé la procédure. Parce que Kalouba s'est retrouvé entre une pression politique provenant de la hiérarchie et une évidence du point de vue scientifique en sa qualité de professeur de droit. Il a épaulé la faculté des droits. Si Kalouba, en ces temps, cédait à des caprices de la politique, je pense que la faculté des droits serait dans la rue. Par conséquent, il va falloir que les 9 juges qui composent la Cour, pour ne fût-ce que par élégance, en leur capacité, il y a des professeurs qui m'ont enseigné qui font partie de cette composition, ils devraient démissionner à l'instar du professeur Banyakou et Sambo Kangaché, qui faisait une tempore partie de cette cour, qui avait démissionné pour des raisons de convenance personnelle, au lieu de laisser la faculté des droits dans la rue. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire. Donc la politique est en train d'exercer la pression. Il y a une inféodation manifeste du pouvoir judiciaire provenant de la politique. Le cas Matata aujourd'hui, je sais que les scientifiques sont en train d'écrire et que le cas Matata pourra permettre peut-être, non seulement aux savants, juristes, d'écrire, mais aussi aux législateurs
de revoir un peu sa manière de concevoir des lois de la République. Il y a beaucoup de vides qui ne permettent pas que les droits que la loi ou que les juges se prononcent comme il se doit au regard de la loi. Regardez la loi. Merci. Merci beaucoup, Maître Charles Mugaga, surtout de vos analyses pertinentes. Ah, c'est Mugaga Mushizi. Voilà, Charles Mushizi. Maître Martin Faraille, aussi un jeune avocat. Merci, fidèles téléspectateurs, vous nous avez suivis. Très prochainement, nous aurons encore d'autres acteurs pour analyser cette question. Une question des juristes, une question jurisprudentielle. Ça va rester certainement comme une école, surtout pour les praticiens du droit. Restez branchés sur Télé 54. À très bientôt.